Bonsoir à tous. Avez-vous déjà essayé de manger avec les coudes? C'est vrai, c'est une question un peu bizarre. Pourtant, on va faire l'exercice là, maintenant. Imaginez-vous avec votre famille, avec vos potes, dans un repas. Fermez les yeux et essayez de manger avec vos coudes. On est d'accord, c'est un peu compliqué. Pourtant, j'ai dû m'habituer. Et c'est même devenu normal pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il est 7h du matin, le 18 mai 2006, et comme chaque jour, ma maman vient me réveiller pour aller à l'école. Mais ce matin-là, c'est bizarre. Il y a un truc de pas normal. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la nuque, j'ai de la température, et mon état va s'aggraver au fil de la journée. Parce que pendant l'après-midi, je vais monter jusqu'à 42 de fièvre. Et alors que je suis dans mon salon avec mon papa, je suis allongé sur le canapé, lui il travaille juste à côté en télétravail, et sans aucune raison, je me suis mis à convulser. Les secours arrivent, on me transporte jusqu'aux urgences de Lunéville, et là je suis pris en charge par la personne qui m'a réellement sauvé la vie. Cette personne, c'est la pédiatre urgentiste. Il faut s'imaginer aux urgences, dans une chambre. Je suis allongé sur le lit d'hôpital, complètement dans les vapes avec la morphine. Mes parents à côté du lit, et la pédiatre qui va les voir et qui leur annonce que leur fils est atteint d'une méningite bactérienne avec un purpura fulminant. Et à ce moment-là, on est loin d'imaginer tout ce que ça va engendrer et provoquer. 5 mois d'hospitalisation. 5 mois d'hospitalisation commencent à partir de là. On va tester tous les traitements possibles et imaginables, mais rien n'arrête cette foutue bactérie qui se balade dans mon corps et qui brûle petit à petit mes vaisseaux sanguins et qui finit par nécroser mes pieds et mes mains. Alors, les médecins font des recherches, ils testent des choses, mais en plus de ça, je vais faire des complications. Je vais faire un début de septicémie et un staphylocoque doré. En gros, j'ai pris le all-inclusive de la maladie. Je me suis dit, allez, je prends la totale, c'est parti, quoi. Non, sérieusement, il a fallu beaucoup de temps. Et au moment où je fais face à ces complications, les médecins décident de m'amputer d'une première jambe. Malheureusement, ça ne suffit pas. Alors on m'ampute d'une autre jambe, ensuite d'un bras et ensuite de l'autre bras. Il aura fallu 5 mois d'hospitalisation et l'amputation de mes 4 membres pour arrêter totalement la maladie. Alors là, vous êtes en train de vous dire « Ah là là, c'est horrible ce qu'il a vécu, ça devait être tellement dur, etc. » Mais en fait, pas du tout. Déjà, je n'ai pas de souvenir, et en plus de ça, pour moi, l'hospitalisation, ça n'a pas été le plus compliqué. Le plus compliqué, ça a été l'après, quand je sors de l'hôpital, parce que tout était beaucoup plus complexe, même les choses les plus simples. En fait, faire une tâche du quotidien, pour moi, à l'époque, c'était comme gravir l'Everest 6 fois de suite avec un sac à dos de 300 kilos sur le dos, quoi. Mais pour ça, il y avait une solution. Cette solution, ça s'appelle la rééducation. Pour moi, la rééducation, c'est réapprendre à vivre, quoi. On réapprend tout depuis le début. Et quand je commence la rééducation, j'ai un seul objectif. Un seul. Je dis à mes parents, à ma famille, à mes potes, je vais remarcher, et ça, je vais le faire très rapidement. Alors avec mon prothésiste, on travaille comme des fous pour trouver la prothèse idéale. Je m'entraîne entre des barres parallèles, et un jour, je fais mes premiers pas. Et là, c'est ma première vraie victoire. Je vois le sourire sur les lèvres de mes parents. Je vois le sourire partout dans la salle, il y a tout un tas de personnes, c'est juste incroyable. Et je suis hyper soulagé. Parce que je relève enfin mes fesses de ce fauteuil, qui était beaucoup trop encombrant pour moi, qui m'empêchait d'aller dans certains endroits et faire certaines bêtises avec mes potes, quoi. Et je suis soulagé, je suis content, je suis émerveillé. Et dans ma tête, je me dis, c'est le premier combat, mais il va en avoir plein d'autres. Et j'ai su remarcher avant de savoir réécrire avec mes 2 bras ou manger avec mes 2 coudes, justement. Je fais énormément de progrès, je suis de plus en plus autonome, mais une chose reste encore très 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 difficile pour moi. Cette chose, c'est le regard des autres. C'est vrai, je ne comprends pas pourquoi, quand je retourne dans des endroits auxquels j'étais déjà allé avant de tomber malade, tout était différent. Pourquoi les gens me regardaient comme si j'étais un zombie ? Pour moi, je n'avais pas changé, je restais Théo. Pourtant, tout était différent. Et ça me faisait mal.
J'essayais de me cacher, j'essayais de dissimuler au maximum mon handicap. Pourtant, il est quand même assez visible, donc c'était difficile. Et je souffrais énormément, au point de même plus vouloir sortir de chez moi. Mais un jour, je vais faire une rencontre qui a changé ma vie. Cette rencontre, c'est avec Philippe Croison. C'est le mec qui a traversé la Manche à la nage en étant amputé des 4 membres comme moi. On a échangé longtemps au téléphone et un jour, il a fait la surprise de venir me voir un week-end en Lorraine. Et là, c'est encore une fois un soulagement parce que je le vois arriver en voiture avec sa femme. Je me dis, ouais, super, je vais pouvoir conduire, je vais même pouvoir avoir une amoureuse extraordinaire, quoi. Donc on échange. Il me donne des conseils, je lui donne les miens. Et quand je suis un peu plus à l'aise, je lui fais part de ses doutes et de ce petit complexe que j'ai en fait en sortant dans la rue quand les gens me regardent. Et il m'a dit une simple phrase. Une phrase qui a totalement changé ma vie à tout jamais. Il m'a dit, Théo, qu'est-ce que tu faisais toi avant quand tu voyais une personne différente dans la rue ? Et là je me suis dit, attends, mais il a raison. Ah, il a raison. Moi aussi je faisais ça quand je voyais une personne à qui il manquait une jambe, une personne qui marchait avec une canne blanche. Je me souviens qu'avant de tomber malade, mes yeux étaient rivés sur ces gens-là quand je me promenais dans la rue. Et à partir de là, j'ai réussi à faire totalement abstraction du regard des autres. Aujourd'hui, je suis même heureux quand les gens viennent me voir dans la rue et me demandent ce qui m'est arrivé. Ou encore, pour aller plus loin, je suis même content quand les gens osent faire des vannes sur mon handicap, et je suis même le premier à en rire. D'ailleurs, regardez, ce soir, on est réunis pour un talk qui s'appelle « Faire un monde à portée de main ». C'est peut-être qu'un petit message quand même derrière là. Mais cette rencontre avec Philippe, elle va aller encore plus loin. Un jour, il me demande de venir le voir en train de s'entraîner pour traverser la Manche. Et à la fin de son entraînement, il me demande de le rejoindre dans l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ma plus grande phobie, c'était l'eau. Ça peut paraître complètement fou quand je vous dis ça là tout de suite, mais je peux vous assurer que l'eau me faisait peur. Que ce soit la piscine, l'océan, bref, dès qu'il y avait de l'eau, ça me faisait peur. Pour vous donner un exemple, quand il s'agissait d'aller à la piscine avec l'école, j'étais souvent malade, j'essayais de trouver des excuses pour ne pas y aller. Mais là, par fierté, je prends mon courage entre deux mains, si je peux me permettre, et je vais dans le vestiaire avec ma maman, je me souviens très bien. Elle m'aide à mettre mon maillot de bain, mon bonnet, mes lunettes. Et sur le chemin du retour, j'attrape tout ce que je peux. Une frite, des brassards, une bouée, une ceinture, bref, j'en ai partout autour de moi, je suis ridicule. Mais je suis quand même un peu courageux parce que j'y vais. Je me retrouve au bord de l'eau, je saute. Évidemment, je fais un plat. Et là, je suis pris de panique. Je suis pas bien. Franchement, je suis pas bien, je stresse. Alors, je ressors immédiatement. Mais à ce moment-là, je suis énervé, déçu de ne pas avoir pu montrer à mes parents et à Philippe que j'étais capable de faire comme lui. Alors en rentrant chez moi, je cogite, mais j'arrive pas à oublier ce moment-là. Je suis énervé encore. Et je vais demander à mon père de m'inscrire dans un club de natation. Alors c'est assez drôle, parce que la première fois, quand je vais à l'entraînement, je vais même pas dans l'eau. Je reste 1 heure assis sur mon fauteuil au bord de la piscine. Mais je me familiarise un peu avec le contexte. La semaine d'après, je retourne à l'entraînement, je fais un effort, je descends de mon fauteuil. Mais vous savez, dans les piscines municipales, il y a toujours des escaliers. Alors je reste assis sur les escaliers, je fais un petit pipi et je ressors. La semaine d'après, je retourne à la piscine avec mon papa. Il s'écarte un petit peu des escaliers. Et là, je nage jusqu'à ses bras. La semaine d'après, je fais mon premier aller-retour. La semaine d'après, je fais mon premier 100 mètres. Et je fais énormément de progrès comme ça au fur et à mesure. Jusqu'au jour où, en nageant, je réfléchis et je me dis, attends Théo, mais l'eau, la natation, c'est le seul élément qui va te permettre de faire comme tout le monde. C'est vrai, quand j'arrive à la piscine, j'enlève mes prothèses, je descends de mon fauteuil et je nage comme tous les autres valides qui nagent dans les lignes d'eau à côté. Parce que si demain je veux faire du basket, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir faire du basket, mais il va falloir que je le fasse en fauteuil. Si demain j'ai envie de faire du tir à l'arc, je peux faire du tir à l'arc. Il va falloir adapter un arc avec une prothèse, tout est possible là-dessus. Par contre, moi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de faire comme tout le monde. Et en plus, la sensation que j'ai dans l'eau, c'est une sensation de liberté et de légèreté que j'ai pas au quotidien. C'est vrai, avoir des prothèses sous 40 degrés en pleine canicule à Paris, ça n'a jamais été très agréable. Alors que dans l'eau, j'ai plus tout ça. Et c'est un kiff incroyable. C'est tellement un kiff que je vais même me mettre à la compétition. En 2012, j'ai 12 ans,
Je pars au championnat de France et je fais une médaille d'or sur 50 mètres d'eau. Ah, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire quand même, hein. L'année d'après, je pars, en 2013, de chez mes parents pour aller déménager à 500 km du petit cocon familial pour pouvoir nager 2 fois par jour au Crêpes de Vichy. Le sport-études et le sport de haut niveau, quoi. Forcément, j'ai progressé. En 2015, je pars au championnat du monde de Glasgow. En 2016, je suis le plus jeune nageur, même athlète de la délégation française à partir aux Jeux paralympiques de Rio. Et ensuite, je suis 2 fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre, au championnat du monde de Mexico. Aujourd'hui, j'ai encore plein de défis en tête, plein d'exploits. J'ai plein de rêves. D'ailleurs, le prochain, c'est celui de partir en novembre avec 2 autres personnes, Malia Metela et Mathieu Wittvoet, en totale autonomie et traverser le lac navigable le plus haut du monde, le lac Titicaca au Pérou. Aujourd'hui, je ne fais pas que nager. J'ai aussi d'autres objectifs, comme celui de changer le regard sur le handicap. Et même si on veut aller encore plus loin, changer le regard sur la différence au sens large. Pour ça, j'ai la chance de jouer chaque année dans la série Vestiaire sur France Télévisions. Je suis devenu chroniqueur pour le magazine de la santé. Et je suis même devenu mannequin pour la plus grande marque de cosmétiques pour hommes au monde. Ah, ça a de la gueule, on va pas se le cacher, hein. Vous inquiétez pas, je peux plus avoir les chevilles qui enflent de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Non, là-dessus, vous inquiétez pas, je suis hyper bien accompagné et je pourrai jamais avoir la grosse tête. Et si aujourd'hui je décide de faire toutes ces activités, c'est pour vous prouver qu'il peut nous arriver n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel moment, mais qu'à chaque fois on peut rebondir et s'en sortir. C'est aussi pour dire à toutes les personnes qui n'ont plus confiance en elles parce qu'elles se trouvent trop grandes, trop petites, trop grosses, trop maigres, trop noires, trop blanches, une seule phrase. Faites de votre différence une force. Merci beaucoup.